Bonjour à tous et merci d'être en si grand nombre à notre webinaire d'aujourd'hui qui s'intitule Biorétention et si on pouvait faire mieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cynthia Champagne-Caron et je suis l'agente aux communications à la SQP. Pour ceux aussi qui ne connaîtraient pas encore la SQP, dans le fond, notre mission première est de promouvoir l'utilisation des phytotechnologies au Québec. Puis on fait ça à travers plusieurs activités, dont des webinaires, formations, visites techniques et des colloques. D'ailleurs, pour notre prochaine activité, il s'agit de notre colloque annuel qui s'intitule Les phytotechnologies, des outils de résilience aux inondations. Pour ceux et celles que ça intéresse, ça a lieu le 1er mai au Campus 1000 à Montréal. Et c'est aussi en mode hybride. Pour ceux qui sont trop loin, vous pouvez aussi y assister à distance. Pour ceux qui veulent être au courant de nos activités à venir, vous pouvez aussi visiter notre site web phytotechno.com ou tout simplement vous abonner à nos infolettes gratuitement. Vous pouvez aussi soutenir nos activités en devenant membre de la SQP et c'est grâce à vos adhésions, dans le fond, qu'on peut vous offrir plusieurs activités gratuites, dont les webinaires. Être membre vous donne des accès à des tarifs réduits, dont le colloque, et aussi un accès aux enregistrements et à la documentation des webinaires et colloques. Dans le fond, c'est un tarif individuel de 50 par année et ça nous permet aussi de faire avancer les connaissances dans le domaine des phytotechnologies. En lien avec le déroulement du webinaire, dans le fond, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et ici, il répondra à la fin du webinaire. Et sinon, si vous voulez poser vos questions verbalement, vous pouvez aussi lever votre main et je vous donnerai la parole à la fin. Sans plus tarder, je vous présente Lucie Pedneau, candidate à la maîtrise au Centre de recherche et d'innovation sur les végétaux à l'Université de Laval. Bien, l'Université Laval. Je te laisse la parole. Merci Cynthia. Oui, je suis contente que tu me donnes l'occasion de parler de mon projet de recherche, projet que j'ai commencé à l'automne 2024, puis les expériences sont déroulées en 2025 et puis là, j'en suis au stade de rédaction de mon mémoire. Alors, Si tu veux est-ce qu'il faut... partager. Ouais, il faut que je partage ce truc, ce truc-là en bon québécois, diaporama. OK, est-ce que c'est beau? Oui, ça arrive. Ouais, parfait. Et voilà. OK. Le titre au complet, biorétention, et si on pouvait faire mieux, on va focuser sur la durée de rétention de l'eau, la croissance des plantes et puis le rôle de l'évapotranspiration dans tout ça. Je suis sous la supervision de mon directeur de recherche, Guillaume Grégoire de l'Université Laval, et puis en co-direction, Sophie Duchesne à l'Institut national de recherche scientifique. Un petit aperçu ici, c'est une photo d'un système de biorétention qui a été installé à la base plénière de Sainte-Foy à Québec. Ça fait 2 ans que c'est là, puis j'ai fait des relevés là-dessus. Hmm. OK, plan de présentation, introduction, problématique, hypothèse, objectif, méthodologie, résultats, conclusion, et puis limite de l'étude. Je commence ici par un petit graphique sur l'effet de la canalisation des eaux de pluie sur les cours d'eau récepteurs. Ça a un effet au niveau des crues et niveau des étiages. Hum, Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris. Oui, c'est bien beau. Oui. Je sais qu'il y a moyen de mettre un pointeur, là. Mais ici, on a que, et c'est en milieu naturel, aucune artificialisation des sols. Et puis ici, on est en milieu urbain, densément peuplé et bâti surtout. Euh, on- En milieu naturel, une grande partie de l'eau de pluie s'infiltre dans le sol, passe par la nappe phréatique, s'écoule tranquillement vers les cours d'eau, ce qui fait que les crues sont moins élevées et les niveaux d'étiage sont moins bas parce que l'eau est mieux répartie dans le temps. Mais quand on se ramasse en milieu qui est très artificialisé,
L'eau se retrouve via les réseaux d'égouts pluviaux directement dans les cours d'eau aussitôt qu'il pleut. Fait que, on se ramasse avec des crues. Tout le monde connaît les débordements de certains viaducs bien connus au Québec. Et les sous-sols inondés, alors que aussitôt qu'il arrête de pleuvoir, ben là, il n'y a plus d'eau disponible, mais toute partie. Ça fait que le niveau des étages est très bas. Ça peut causer des problèmes aussi. Les rivières qui montent et descendent, on en a besoin pour l'aqueduc et puis pour la récréation aussi. Alors, solution, infrastructure végétalisée, qu'on appelle communément les biorétentions. On installe ça en bordure des surfaces imperméables, trottoirs, routes. On améliore ainsi l'hydrologie. On améliore aussi la qualité de l'eau en passant. Et puis en plus, ben, c'est beau, pour résumer. Ici, un schéma général d'un système de biorétention que je suis allée chercher dans la norme CSA W218 sur la conception des systèmes de biorétention. Ici, en haut, à droite, on voit la vue aérienne. Ici, on voit très bien la route, le trottoir, et puis on installe ici, entre les deux, le bassin de biorétention dont on a la coupe ici. On a ici le niveau de la rue avec les bordures et tout. Puis dans la bordure, on installe une baisseur pour que l'eau de pluie va s'écouler ici, puis va se ramasser dans le bassin de biorétention. La même chose au niveau du trottoir. Le bassin de rétention, ça consiste principalement en une fosse qu'on remplit avec du gravier au fond et puis un drain avec par-dessus un substrat qui sert autant à la filtration qu'à la croissance des plantes, au moins 45 cm de haut. Et puis ici, on a, si le bassin n'est pas capable d'absorber toute la pluie qui est tombée, on a un trop-plein ici qui va se diriger directement vers l'égout pluvial, qui ne passera pas par tout le système de filtration. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça passe par le système de filtration et aussi par les plantes. Surtout les plantes, fait que c'est là-dessus qu'on va focuser dans les prochaines diapos. La problématique qu'on a trouvée avant de décider du projet de recherche, c'est qu'on avait beaucoup de données de recherche sur les biorétentions, sur les performances hydrauliques, l'amélioration de la qualité de l'eau. Sauf que les plantes, elles, sont peu étudiées, surtout en climat froid. Euh, on- les, Les autres choses aussi qui peuvent être problématiques, c'est des conditions très variables au niveau des quantités d'eau. Les infrastructures sont souvent surdimensionnées. Euh, la surface de système de biorétention, c'est à peu près un dixième de la surface qui est drainée par le système en question, un dixième, même un vingtième. Alors, il y a peut-être moyen de travailler là-dessus. On a moins d'espace, mais on peut quand même utiliser la biorétention. Et aussi, l'autre problématique, c'est que l'eau est évacuée rapidement en l'espace de 24 heures. Alors, nous, ce qu'on a posé comme hypothèse, est-ce que l'augmentation de la durée de rétention de l'eau, elle permettrait de stimuler la croissance des végétaux et d'améliorer le bilan hydrique des cellules de biorétention? Autrement dit, de réduire la quantité d'eau qui est déviée vers les systèmes d'égouts pluviaux ou encore égouts mixtes. Objectif spécifique de la recherche qu'on a menée. On a évalué l'impact de différentes durées de saturation et de sécheresse sur la survie et la croissance de 4 espèces de vivaces qui sont fréquemment utilisées dans les systèmes de biorétention. On a cherché aussi à quantifier l'efficacité des végétaux soumis à des régimes hydriques contrastés, à diminuer les rejets en eau vers les réseaux. Bon, on commence ici par une petite photo de mon installation qui, de toute évidence, on le voit très bien ici, ça s'est passé entièrement en serre, ce qui nous a permis d'avoir, de pouvoir contrôler la température, l'éclairage, l'humidité, ça qu'importe la période de l'année, parce que une partie des essais sont passés durant l'hiver et l'autre partie durant l'été. Alors, ça nous permet d'avoir les mêmes conditions pour tout le monde, toute la durée des essais. On voit ici les mésocosmes qui ont été utilisés. C'est quand même assez gros. On en avait 64 avec ici le système de drainage en dessous et puis les bacs en plastique qui me servaient à récupérer l'eau. J'ai beaucoup marché là-dedans pour aller peser les quantités d'eau qu'on avait drainées. OK. Fait que pour les détails de cette installation-là, on va voir dans les prochaines diapos.
les unités expérimentales. OK, j'ai parlé de 4 espèces. Finalement, ça a été 5 espèces à cause d'une petite problématique qu'on verra tout à l'heure. Deschamps cespitosa, ici, une graminée qu'on voit ici. Les Merocallis fulva qu'on voit ici. Celle-là, on la connaît bien parce qu'on la voit souvent sur le bord de la route avec ses grosses clochettes oranges. L'iris versicolore, l'iris quand même assez connu aussi avec sa fleur mauve, c'est l'emblème du Québec. On avait aussi Nepeta fascini et puis Agastache feniculum. J'ai seulement une photo ici. Les deux se ressemblent beaucoup parce qu'ils sont dans la même famille. Ils sont très proches, là. Puis, c'est... Ici, on a deux plantes, l'iris puis l'hémérocalme, qui supportent beaucoup de conditions, très humides à sec. Ici, au niveau de la graminée, c'est un petit peu moins pour la sécheresse, mais quand même tolérante. Puis ici, l'anépéta et agastache sont connus pour leur résistance à la sécheresse. Maintenant, les barils bleus qu'on a vus tout à l'heure ici, au début, on a vu la photo en court système de biorétention. Alors, on a tenté de reproduire ça au plus près. Alors, on a le drain au fond qui est recouvert d'une certaine épaisseur de sable, ici 7 cm. Ensuite, le substrat de croissance qu'on a vu tout à l'heure, 45 cm. C'est du naturosol. C'est un mélange artificiel qui est composé à peu près à 70% de sable, 10% d'argile, peut-être 10% de matière organique, ça peut varier un petit peu. Sur le dessus, on installe une couche de paillis, un bon 7 cm qui aide à garder l'humidité puis empêcher la croissance des mauvaises herbes. Et dans chacun de ces barils-là, on a planté une des espèces. Il fait qu'il y a seulement une espèce par baril, une seule plante par baril ici. Bon, méthodologie et traitement. Les traitements, ce que j'appelle les traitements, c'est la durée de rétention de l'eau. Fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va remplir le baril comme s'il pleuvait en fermant ici le tuyau, le drainage ici. On a installé une valve dessus. Dans la réalité, la plupart des bassins de rétention n'ont peut-être pas de valve. Fait que c'est peut-être un peu la nouveauté qu'on a mis ici. La valve pour contrôler si le bassin va se drainer ou pas. Alors, on ferme la valve et on remplit le baril d'eau et on maintient ce niveau d'eau-là pendant 0, 24, 48 heures ou même 96 heures durant 4 jours. Entre 0 et 4 jours finalement. Et après cette durée de rétention-là, on va ouvrir la valve. Et c'est là qu'on va vraiment permettre au baril de vider toute l'eau qu'il y a à l'intérieur, du moins celle qui reste. Ensuite, après le drainage, on va observer 14 jours d'assèchement. Là, il n'y aura aucune irrigation, aucun apport d'eau. Et ce cycle-là de saturation-drainage, on l'a répété 4 fois d'affilée. Autrement dit, pendant un peu plus que 2 mois. Ça, c'est ce qu'on appelle les essais de saturation de drainage. Suite à ça, on a conservé les plantes, les barils et tout. On les a arrosés, irrigués normalement pendant 2 semaines. Et puis, on a commencé ce qu'on appelle les cycles de pluie. On a simulé une pluie avec des goutteurs qui nous permettaient d'ajouter l'eau goutte à goutte tranquillement pendant 32 heures. À ce moment-là, on a laissé la valve ouverte. Ici, on l'avait fermée, mais ici, on la laisse ouverte. Et puis, j'ai recueilli toute l'eau qui était drainée au fur et à mesure durant toutes ces 32 heures-là. Ensuite, on a encore arrosé les plantes normalement pendant une semaine et demie. Et puis, on a recommencé le cycle de pluie de 32 heures. On a répété ça 3 fois. Pour chaque essai, on a fait les 4 répétitions, saturation du drainage plus pluie. Puis, on a fait 2 essais, un à l'hiver 25, puis un à l'été 2025. Bon, ben, durant tous ces essais-là, de pluie, de saturation, on a mesuré différentes données. Les volumes d'eau entrant, autrement dit, toute l'eau qui était ajoutée dans les barils durant la saturation et durant la pluie en volume. Tout a été noté. Ensuite, tous les volumes d'eau qui ont été drainés après la saturation et durant la pluie aussi, tout ça a été recueilli. On a mesuré aussi la croissance de la plante, parce qu'on était intéressé à savoir si oui ou non elle allait profiter des cycles de saturation plus longs.
Alors, hauteur, et puis ensuite les deux largeurs, puis avec ça, on a calculé un volume, je pense qu'on appelle ça une demi-ellipsoïde. On a noté aussi l'évaluation de la santé générale sur une échelle de 1 à 5. Je veux dire, est-ce que la plante donne des signes de chlorose? Est-ce que les feuilles sèchent? Est-ce que carrément elle meurt? Fait que tout ça a été noté. Ensuite, la conductance foliaire, qui consiste à mesurer la quantité d'eau qui circule via les stomates. Euh, j'ai mesuré ça à la fin du dernier jour de saturation, là où la saturation a le plus d'effet. Donc, ça fait quand même, dans certains cas, 4 jours que les racines sont en condition anoxique et qu'il y a vraiment beaucoup d'eau qui est même supérieure à la hauteur du collet de la plante. Au 7e jour d'assèchement aussi. Et puis, à la fin, après 14 jours d'assèchement. À la fin de chaque essai, les plantes ont été toute la masse aérienne a été récoltée, séchée et pesée. Et ensuite, on a aussi installé des sondes à l'intérieur du substrat, en dessous du niveau, à peu près à 15 cm au-dessus du niveau du sol. Puis on a mesuré la teneur en eau volumétrique à chaque 15 minutes durant toute la durée des deux essais. Bon, OK. Ici, la méthodologie, les calculs, c'est le point clé de mes données. Euh, Ce qu'on peut faire pour mesurer la quantité d'eau qui est prélevée à l'intérieur de mes ocospe, c'est d'utiliser une balance. Dans mon cas, ce qui n'était pas possible avec 64 barils et surtout le volume et le poids des barils. Alors, j'ai utilisé un système de calcul qu'on voit ici et que je vais vous expliquer. On part avec deux constats. C'est que le niveau de saturation est le même pour tous les barils. J'avais une ligne ici vraiment inscrite au crayon à l'intérieur précisément. Ensuite, l'autre chose que j'ai utilisée de base, c'est la capacité au champ après le drainage. Lorsqu'on fait un drainage libre du baril, il y a quand même une certaine quantité d'eau qui est maintenue par le substrat parce qu'on a le même substrat partout. euh, j'ai assumé que la quantité d'eau qui reste à l'intérieur de tous les bacs après le drainage, qu'importe qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est toujours la même quantité qu'on voit ici, la capacité au champ, CAP qui est ici. Et l'évapotranspiration, on ne peut pas la mesurer, mais on va la mesurer en faisant un petit calcul ici. Alors, je commence ici en bas. En bas, c'est particulier, c'est la durée de rétention de 0 heure. Donc, au début, je remplis mon baril au niveau de saturation qu'on a parlé tout à l'heure, qui est le même pour tous. Et une fois qu'il était rempli, à ce moment-là, j'ouvre la valve pour le drainage. Je mesure qu'est-ce qui est drainé. Et on a ici qu'est-ce qui reste à l'intérieur du baril. Donc, on n'a pas cette quantité-là, mais on sait qu'elle est pareille pour tout le monde. Fait que là, je sais combien j'ai drainé. Ça, c'est intéressant. Ensuite, je veux savoir aussi, après le drainage, pendant les 14 jours, combien d'eau est évapotranspirée par la plante durant ces 14 jours-là. Alors, pour pouvoir mesurer ça, le niveau a baissé jusqu'ici. Alors, si je remplis le baril jusqu'au même niveau que j'avais au départ, ben, à ce moment-là, le volume d'eau que j'ai entré à l'intérieur pour le remplir, moins le volume d'eau que j'ai drainé, qui correspond à cette hauteur-là, ben, c'est là que je peux aller chercher la quantité d'eau qui a été évapotranspirée à l'assèchement. Ici, lorsque je maintiens la saturation pendant 24, 48 ou 96 heures, ben là, on a une partie de l'eau ici qui a été prélevée par la plante, mais je ne sais pas c'est combien. Par contre, quand j'ouvre la valve, je peux mesurer la quantité d'eau que j'ai drainée ici qui correspond à cette hauteur-là, le drainage, toujours à partir de la capacité au champ qui est la même pour tout le monde. Alors, si je prends le drainage à 0 heure, qui correspond à la hauteur ici, aller jusque-là, moins ce que j'ai drainé après, euh, après la durée de saturation, ben à ce moment-là, je sais combien d'eau il manque ici, puis ça me donne l'évapotranspiration durant la saturation.
Pour ces barils-là, pour aller chercher l'évapotranspiration durant l'assèchement, ben, c'est le même principe que tout à l'heure. Je remplis le baril jusqu'au même niveau que le début. Et puis, je peux soustraire soit mon drainage de référence ici, ou soit l'évapotranspiration et le drainage de chaque baril. Fait que ça me permet d'avoir toutes les valeurs dont j'ai besoin. Évapotranspiration durant la saturation, la quantité d'eau qui a été drainée par le système, et puis la quantité d'eau qui a été évapotranspirée durant le sèchement. Bon, j'espère que c'est clair. Bon, maintenant, on passe vraiment aux résultats. On commence ici par un, c'est plutôt anecdotique, là, la petite histoire d'Agastache et Nepeta, qui ont été assez particulières parce qu'on a parlé tout à l'heure de durée de rétention de 0,24, 48, 96, sauf que dans le cas de Agastache Feniculum qu'on avait lors du premier essai, après une journée, même quelques heures de saturation, les feuilles commencent à se replier et puis après quelques jours, quelques semaines, tous les plants étaient morts, excepté ceux qui étaient soumis au traitement de 0 heure qui, eux, ont profité. Mais vu qu'il restait juste ceux de 0 heure, finalement, on a abandonné complètement l'expérience avec les agastaches. Lors du deuxième essai, on a remplacé les agastaches par la Nepeta, Fassani. Euh, on a eu le même problème. C'est qu'à traitement 24, 48 et 96 heures, après quelques jours, ils étaient tous fanés. Et puis 2 semaines plus tard, ceux-là, ils étaient tous morts. Par contre, ceux du 0 heure, au même titre que la Gastache, un épétard a survécu et même profité sérieusement, bien vert, bien fleuri, et puis ceux-là, on les a gardés jusqu'à la fin des 2 essais, des essais de saturation et de pluie, et puis on voit qu'ils ont bien profité. S'ils commencent à jaunir un petit peu, ils ont toute leur saison dans le corps, mais on a continué à prendre les données pour le népétard. Alors, c'est une anecdote, mais intéressante. Ça nous apprend qu'il y a certaines espèces de plantes qui, oups, non, non, la saturation, on n'aime pas ça. Bon, pour ce qui est des 3 autres espèces, Deschamps, Hémérocale et Iris versicolore, ils ont bien supporté tous les types de saturation. Deschamps ici, on voit ici en haut de la ligne, c'est au début de l'essai, la première journée, première saturation. Et ici, à la fin des photos, c'est à la fin du dernier essai, autrement dit, 2 mois et demi plus tard. Des champsias un petit peu particuliers. Certains sont restés bien verts, il y en a qui ont un petit peu de chlorose et finalement, il y en a certains qui sont tombés en dormance. Ils sont pas morts, ils sont vraiment en dormance. Probablement à cause des périodes de sécheresse. Mais c'est une supposition. Et si Emerocale qui a vraiment, vraiment profité, l'iris versicolore, que sa durée de croissance est un petit peu moins longue, mais quand même continué à croître, même si la floraison s'est arrêtée et puis que certaines feuilles sont séchées, mais la plante se porte quand même bien, là. C'était la même chose ici pour Deschamps, un peu jaune, mais la plupart ont très bien profité. Hémérocal aussi, même chose. Et puis l'iris versicolore, même au deuxième essai, Hémérocal a même entamé une deuxième session de floraison durant l'essai. Fait qu'on continue avec ces 3 plantes-là, parce qu'on va abandonner les résultats d'Agastache et Nepeta. On a pas assez de résultats pour pouvoir l'étudier comme tel, mais par contre, au moins on sait qu'il résiste pas. OK. En résumé, globalement, ici, on voit ici le graphique avec la durée de saturation en bas ici, avec 3 colonnes par durée. Et puis ça, c'est la hauteur d'eau dans le baril. Zéro ici, ça correspond en fait au maximum d'eau quand je remplissais le baril jusqu'à la ligne, là. Fait que ici, on est à 0. En vert, c'est l'évapotranspiration durant la saturation. Donc, au temps 0, il y en a 0 heure, il n'y en a pas, mais 24 heures, 48, 96, on voit qu'il y a une tendance à l'augmentation, mais il y a des variations selon les espèces.
Ici, c'est la quantité d'eau qui était drainée. Jusqu'ici, ce niveau-là, ici, ça se trouve être le niveau à capacité au champ. Ça fait que, encore ici, on voit qu'il y a une augmentation des évapotranspiration, dont une diminution des volumes à drainer. On le voit, ça, c'est juste une observation graphique, c'est pas une observation statistique que je viens de faire, là. Et puis, au niveau de la quantité d'eau évapotranspirée durant l'assèchement, plus égal. On va voir dans les prochaines diapos plus précisément qu'est-ce qui se passe au niveau de ces trois évapotranspiration, drainage et encore évapotranspiration. OK, fait que comme on avait ici au début en vert, ici c'est beaucoup plus détaillé et puis on a fait les analyses statistiques. Euh, on a deux effets principaux, les traitements et les cycles. Comme on l'a vu tout à l'heure, avec les traitements, tendance à l'augmentation de la quantité d'eau évapotranspirée. Il y a aussi une variation au niveau des cycles, une tendance à l'augmentation plus les cycles avancent, probablement dû à la croissance de la plante. Les plus grandes, plus de surface de feuillage, alors plus d'évapotranspiration possible aussi avec l'augmentation racinale. Mais on a aussi, c'est pas si simple que ça, pas aussi simple que ça finalement, parce qu'on a aussi des interactions à deux facteurs entre les espèces et les cycles. Alors on voit ici que dans certains cas, on a une augmentation, dans d'autres cas, on augmente, on diminue, ça dépend des espèces, mais grosso modo, on a, euh, au fur et à mesure qu'on augmente la durée de rétention, ben, on augmente aussi la quantité d'eau évapotranspirée durant la saturation. C'est un bon point. Ici, au niveau du drainage qu'on avait tout à l'heure en jaune, on a encore des effets principaux, cycle et traitement. Un petit peu moins évident, mais quand même, hein, c'est significatif. Et puis encore ici, l'interaction espécifique on voit ici avec les lettres A, B, qu'il y a des différences. Il y a certaines espèces où il n'y a pas de différence entre les cycles, d'autres espèces où il y a une différence. Ça fait que, bon, on parle ici je vais reculer d'une slide. Ici, on a des quantités d'eau évapotranspirées autour de 30 millimètres. Ça veut dire que les niveaux d'eau dans le baril, techniquement, ils descendent d'environ 30 millimètres. Mais si je retourne ici, le drainage, lui, il se situe plus autour de entre 50 et 75 millimètres d'eau qui était drainée. Alors, si je continue ici, évapotranspiration durant la période d'assèchement. On a encore ici des effets principaux, traitement et cycle. Peut-être moins évident à l'œil, surtout que ça aussi, il y a des interactions entre deux facteurs qui vont arriver là-dedans aussi, fait que ce qui rend un petit peu moins évident aussi à l'œil, mais il y a vraiment des différences entre les espèces, les cycles et les traitements. Euh, ouais, on voit même peut-être une petite tendance à la diminution, mais quand même des volumes d'évapotranspiration autour de 50. Fait que 50 plus 30 du début, évapotranspiration à peu près 80 millimètres et drainage aux 10 millimètres. Fait que on a quand même une bonne proportion de l'eau. Ici, visuellement, ça se voit bien, une bonne proportion évapotranspirée qu'on n'aurait pas qu'il aurait fallu drainer si les plantes n'étaient pas là. Ici, on est rendu, c'est le bilan que j'ai fait durant la pluie. Durant la pluie, on ne peut pas faire le calcul que j'avais fait tout à l'heure parce que on connaît pas la quantité d'eau qui était déjà présente dans le baril au moment du début de la pluie, ni on n'a pas la hauteur de référence non plus. Mais ce qu'on peut savoir, c'est faire le bilan. L'eau qui est entrée moins l'eau qui est drainée, on a conclu que c'est de l'eau qui était conservée à l'intérieur du système ou encore qui était prélevée par la plante. Alors ici, 0 heure. euh, 0, 24, 48, 96 heures. Ça se ressemble beaucoup, malgré qu'on a encore ici des effets principaux, traitements, espèces et cycles. Ça commence à être pas complexe à analyser. Mais visuellement, ici, on voit ici
tout à l'heure, on avait les trois espèces, Deschampsia, Mérocale et Iris. Ici, j'ajoute le témoin. Le témoin, en fait, c'est les barils de les barils de Nepeta qui ont été conservés. La plante morte a été enlevée, puis j'ai conservé ces barils-là pour les saturer et aussi faire la pluie. Puis on voit vraiment la différence sans plante et avec plante. Ça fait que ça veut dire que les plantes, ils sont vraiment, même si le drainage est ouvert, ils réussissent quand même à capter une partie de l'eau. Non, c'est beau, c'est ce que je voulais dire. OK, ce qu'on avait dit au début aussi, ce qui nous intéressait, c'est est-ce que la plante profite des durées de saturation? Est-ce que sa croissance va augmenter si la durée de saturation dure plus longtemps? Oui, on a des effets principaux par espèce, mais par espèce, c'est normal, les espèces n'ont pas la même croissance, c'est pas la même plante, des interactions de facteurs, espèces, mesures, mais globalement, ce qu'on peut voir ici, c'est euh, qu'importe le traitement 0,24-48, on a quand même à peu près les mêmes volumes de plantes. Peut-être même un petit peu moins au niveau de 48-96 heures que 24, c'est qu'on atteint le 1 mètre cube. Tandis qu'ici, c'est plus autour de 0,8 mètres cubes maximum. Fait qu'il y a une petite différence de croissance qui est probablement significative, mais pas tant que ça. Ce qui est plus parlant, c'est vraiment la masse sèche à la fin des essais. Ça dépend pas de la quantité d'eau qui est accumulée à l'intérieur des feuilles de la plante, mais vraiment de ce que la plante a réussi à construire et prélever. Et puis là-dedans, on n'a aucune différence significative en les traitements. Entre les espèces, oui, mais ça, c'est normal. Mais entre les traitements 0, 24, 48, 96 heures, la croissance de la plante, il y a pas de changement. Ici, conductance, mesure de la capacité d'évapotranspiration. Ces résultats-là n'ont pas encore été traités statistiquement. J'ai présenté ici les deux essais. OK, on a la durée des traitements ici en bas. Et puis la conductance qui a été mesurée, conductance foliaire en millimol seconde mètre carré. Euh, Ici, en rouge, c'est lorsque j'ai mesuré à la fin de la saturation. En vert, c'était à 7 jours et en bleu, à 14 jours. Alors, pour l'essai 1, on voit que la conductance est plus élevée au début, durant la saturation. Ensuite, au niveau, à 7 jours, à 14 jours, ça se ressemble, mais c'est quand même plus faible. Par contre, à l'essai 2, c'est moins évident. On a un peu l'effet contraire. J'ai pas d'explication pour ça encore. D'ailleurs, une fois que ça va être traité, les données vont être rentrées dans nos modèles statistiques, probablement qu'on va être capable de sortir une explication un peu plus posée, mais pour l'instant, c'est un peu, je m'attends à beaucoup d'interactions doubles et puis d'effets principaux. OK, ici, ça, c'était pour Iris et Miracle d'Echampsia. De retour avec Nepeta et Agastache ici, parce qu'il y a eu quelque chose de particulier. Euh, les deux espèces sont mortes, mais pour le traitement 0 heure, elles ont survécu. Et puis, on peut voir que la conductance est vraiment élevée. D'ailleurs, ici, je dépassais les limites de mon appareil de mesure. Mais aussitôt qu'on passe à 24, 48 heures, et même ici, 96 heures, ça a même été impossible de prendre des mesures. Ici, oui, mais on voit que on passe de 400-500 à autour de 50, ce qui est pratiquement zéro. Fait que la plante réagit fortement à la saturation en pharmacestamate, un gros stress. Et évidemment, elle est morte. Finalement,
À la fin des deux essais, on a sorti les barils et on les a carrément découpés pour aller chercher la mode de sol et de racines qu'il y avait à l'intérieur. Vraiment intéressant. Parce que c'est pas évident, les barils étaient quand même gros mais on voit très bien dans les trois cas de Champsia, Hémérocale et Iris que les racines ont envahi totalement le baril. Ici, en dessous, ça ressemble un peu à une toile d'araignée, mais ce sont les racines de Champsia qui étaient rendues jusqu'au fond puis qui ont envahi le sable. Ici, le sable est tombé, ça fait que c'est pour ça qu'on voit les racines. Et ça, même dans certains cas, on était sur le bord de voir notre drain bouché par les racines. La même chose pour Mérancal. On voit que les racines sont plus grosses. L'iris aussi, iris qui est, euh, c'est deux espèces qui tolèrent beaucoup l'eau et puis qui sont capables de faire des racines qui sont renflées puis voyons, comment je dirais ça? Ils sont capables d'accumuler des réserves à l'intérieur des racines, là, puis ils ont vraiment envahi tous les barils. Et puis visuellement, comme ça, pendant qu'on les découpait, on n'a pas vu de différence flagrante entre les traitements 0,24 ou 96 heures. Là. Dans tous les cas, les barils ont été envahis par les racines, qui avaient surtout tendance à descendre le long du baril, mais quand même, on voit que le volume de racines est vraiment intéressant. Donc, en conclusion, ce qu'on a vu d'après nos graphiques, que c'est possible d'augmenter la durée de saturation. Nous, dans les cellules, la plupart des plantes ont survécu, mais il faut faire quand même attention parce que Iris et Mérocarde de Champsa ont bien survécu, oui, mais la Gastache et la Nepeta n'ont pas supporté la saturation. Alors là, il y a lieu de voir peut-être à quel endroit dans les bassins installer les plantes ou quoi que ce soit, ou juste choisir en fonction de celles qui sont les plus résistantes. On a vu aussi avec les résultats de la pluie que le fait qu'elle était soumis à des traitements différents avant une pluie, ça n'a eu aucun effet sur la croissance ou encore sur l'efficacité à réduire le volume d'eau durant les pluies. Euh, mais finalement, aussi, ce que je trouve, ce qui est le plus intéressant, l'effet recherché, c'est qu'on avait une réduction significative des volumes d'eau à traiter. On a vu, c'était en jaune, le volume d'eau drainé est vraiment diminué plus la durée de saturation augmente. On avait cependant des limites. On était en milieu contrôlé. On n'était pas dehors. On n'était pas dans un vrai système de biorétention. Par contre, ça permet de comparer les chiffres et puis d'aller chercher des données plus précises. Ici aussi, on a vu que les racines ont envahi le baril, mais il n'y avait aucune compétition avec d'autres plantes. Il n'y avait pas aussi de compétition pour l'espace, pour la lumière. Vu que c'était en rangée comme ça, nous, fait peu de compétition dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie, oui, ça, c'est la vraie vie aussi, c'est une expérience. Mais dans les plantations de biorétention, ben, il y a quand même des distances entre les plantes. Il y en a qui vont grandir plus vite que d'autres. Aussi, une autre chose que nombre d'espèces limité, on avait 4 espèces, 5 en parenthèse. Euh, c'est pas. En réalité, on en utilise beaucoup plus que ça. Alors, OK, c'est ouvert pour mener d'autres expériences de ce genre-là sur d'autres espèces. Bibliographie. Bon, et maintenant, ici, je tiens à remercier les partenaires qui nous permettent, hein, le CLIV, la chaire de leadership en enseignement et infrastructures végétalisées Jean Tremblay, le CRSNG, Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, la Ville de Québec aussi, et puis l'Université Laval, ça va de soi, et puis l'INRS, voyons, euh, ma co-directrice Sophie Duchesne, pardon.
OK, fait que si, regarde les barils, les vannes, et ici, ça c'est une photo, c'est le même bassin de biorétention qu'on a vu sur la première photo à Basse-Penelle de Sainte-Foy. Ça, c'est après une pluie. On voit l'eau qui s'écoule ici, puis qui s'envoie à l'intérieur, puis qui s'est accumulée. Je sais pas si un jour elle va monter assez haut pour aller jusqu'au trop-plein, mais au moins, ça fait son travail. L'eau des stationnements autour est redirigée par là plutôt que d'être envoyée dans une traditionnelle bouche d'égout. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc là, il y a une couple de questions qui ont été répondues au fur et à mesure, mais on peut commencer par les personnes qui ont levé la main. Je vois. euh, c'est Elena depuis le début, pas mal. Je sais pas si c'est une question ou juste accroché. Ah, je sais Donc, pas. donc Elena, si tu veux poser ta question, j'ai donné la permission. Fait que normalement, tu pourrais mettre ton micro. Non, on dirait que non, finalement. Sinon, il y a Nathalie Jean aussi, qui avait des gens qui avaient mis une question. OK, ça, c'est une erreur. Nathalie Desjans, je sais pas si tu voulais poser ta question. Des fois, c'est plus compliqué, mais On cherche bon. le micro. En attendant, OK, parfait. Fait que je vais aller voir les questions qui n'avaient pas été répondues. Est-ce qu'il y a une méthode de calcul d'évapotranspiration acceptée par la ville de Montréal ou Laval? Si oui, est-ce que c'est applicable pour le temps froid, printemps, automne? Je sais pas si tu Oh, peux répondre. non, là, je suis vraiment pas au courant. Moi, j'ai développé ma méthode de calcul en fonction de mon expérience et puis de l'installation que j'avais. Est-ce que c'est applicable pour une ville? Je sais pas. Peut-être plus à ce moment-là, on pourrait installer, comme là, on avait installé des sondes de teneur en eau. Fait que je pense que ça peut être utile pour voir c'est quoi la variation de la teneur en eau qu'il y a dans le système. Donc, on pourrait peut-être en déduire qu'est-ce qui a été évapotranspiré vraiment sur place en réalité, là. Parce que c'est sûr on peut pas fonctionner comme moi avec des mesures et des niveaux d'eau et puis, non plus ni installer des balances, quoique dans certains cas, ça peut. J'ai vu certaines études qui avaient installé vraiment une balance sur place sur une partie de la biorétention comme telle, là. Mais pour avoir des chiffres exacts, je sais qu'on peut aussi avoir des quantités d'eau qui sont évapotranspirées par certains types de plantes, puis certaines. Fait que peut-être que ça. Ouais, c'est fait que pour la ville, là, je ne sais pas trop. Parfait. Je suis en train de voir c'est parce que tout le monde répond au fur et à mesure aussi à certaines questions. Si ça bouge. OK, il y avait une question en lien avec la couleur de l'eau de filtration, si on savait à quoi c'était dû. Ah oui, Hmm. c'est ça. Il y a des barils qui sont plus jaunes, comme on a remarqué que les barils qui étaient occupés par le Deschamps, on avait une eau qui était plus jaune. Probablement que ça vient de la plante elle-même, parce que toutes les barils étaient pareils au départ. Ils ont toutes reçu la même dose d'engrais aussi. Puis au niveau du tuyau, ici on voit un petit peu, là, il y a eu le développement des algues. Puis il y en avait qui c'était vert, mais il y en a d'autres qui c'était plus jaune. Puis on a même eu des tuyaux qui sont devenus complètement rouges. Fallait que je les débouche et que je les brosse. C'est ça, fait que peut-être que ça dépend un peu des exudats racinaires qui diffèrent d'une plante à l'autre puis qui favorisent plus ou moins certaines algues, là. Ok, parfait. Une question de Julie qui peut-être, je me rappelle plus c'était quoi, là, mais pourquoi augmenter le temps de saturation? Quels sont les problèmes actuels que l'on voudrait régler? Je pense que c'était dans les objectifs de début, mais je me rappelle Ouais, c'est plus. ça. Parce que présentement, si on prend la norme canadienne, ils préconisent un drainage complet, là, autrement dit jusqu'à capacité au champ d'environ 24 heures. Ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des eaux stagnantes. Là. Ça vient en partie de là, qui pourrait favoriser par l'éclosion des moustiques, par exemple.
Mais de garder l'eau un petit peu plus longtemps, dans certains cas, ça pourrait être utile parce que ça va permettre de diminuer la quantité d'eau qui va être rejetée vers le réseau d'égout pluvial. Un égout pluvial, c'est pas si pire. Dans certains cas, l'eau est traitée ou non, est rejetée dans le milieu naturel. Mais quand on parle d'égout mixte, pluvial et sanitaire mélangé, on a vraiment intérêt à diminuer la quantité d'eau qui se rend jusque-là. Fait que de garder l'eau plus longtemps dans le système, ça va aider à ce niveau-là. Surtout qu'on fait travailler des plantes. Ça a plein de bienfaits. Pour la biodiversité, les insectes, la santé humaine et tout ça. En plus, c'est beau, là. On aurait peut-être intérêt à garder l'eau plus longtemps, comment je dirais ça, systématiquement pendant 4 jours, mais on pourrait Mhm. peut-être travailler avec les prévisions météo et tout ça, là. Fait que une chose qu'on cherche, c'est vraiment réduire la quantité d'eau qui va être rejetée dans le système. Je sais pas si j'ai bien répondu. Je pense que c'est clair. En OK. tout cas, J'ai eu pour peur de moi. perdre un peu le sujet en cours de route. Non, c'était très intéressant. Puis, ben, dernière petite question, je pense que c'est encore... OK, non, les autres. En fait, c'est pour la couleur de l'eau. Je voulais savoir si ça pouvait pas être en lien avec la matière en suspension rejetée. Mais j'imagine que c'était pas mal tout, vu que c'était pareil partout en temps Ouais, c'est ça, normal. c'est pareil partout. Nous, on a utilisé carrément de l'eau de pluie qui est ramassée, tout ce qui tombe sur les serres, en fait, est ramassé dans un réservoir, puis on l'a utilisé pour arroser. C'est sûr que si tu regardes qu'est-ce qui se passe de l'eau de ruissellement dans la vraie vie, c'est plein de matière à suspension, c'est plein de phosphore, c'est plein d'azote, il y a du sel, il y a toutes sortes de choses là-dedans, là. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que le substrat, il a été conçu en conséquence, là, avec beaucoup de sable et Mhm, c'est vraiment une filtration mécanique, mais il y a une filtration aussi qui se passe au niveau de la vie du substrat. Quand on ajoute des plantes, là, j'aime pas ça, c'est sûr qu'ajouter des plantes, on va ajouter de la vie dans le substrat, fait que sûrement en mesure de prélever plus de polluants et plus de matière en suspension. mhm. OK. C'est tout un système biologique, la biorétention. Parfait. Une question, ben, Émilie Robert. Je sais pas si tu veux poser ta question. Oui, je vois le micro ouvert, mais je pense qu'on n'entend pas. Non, moi non plus, j'entends pas. Allô, comme ça? Oui. OK, super. Bon, c'est ça, moi, je me demandais par rapport aux différents systèmes racinaires, l'impact que ça peut avoir sur la macroporosité des substrats, puis est-ce que ça peut influencer la capacité au chat? Puis si oui, est-ce que vous avez eu comme une façon de pouvoir l'évaluer? Non, je ne l'ai pas évalué précisément dans mon cas pour la capacité au champ, mais oui, ça pourrait avoir un effet, surtout ça pourrait faire des canaux préférentiels, ça peut augmenter la vitesse de drainage. Mais dans ce cas-ci, moi, j'ai pas tenu compte de la vitesse de drainage comme telle. Alors, au niveau je pense pas que ça ait eu un gros effet sur la quantité d'eau. C'est plus au niveau de la vitesse d'écoulement de l'eau à ce moment-là. C'est sûr que les types de racines différents, euh, types de racines différents, ça veut dire exudat racinaire différent, ça veut dire l'occupation de l'espace qui est différent aussi. Oui, peut-être que ça pourrait faire partie de l'explication qui fait que les résultats changent d'un cycle à l'autre, là. Bah, puis ça crée des biopores en quelque part aussi. Oui, Ouais. oui. Puis même si on regarde là au niveau des barils, des mésocostes qu'on avait, l'interface entre la paroi du baril puis Hum. la paroi du substrat aussi peut faire que l'eau s'écoule plus ou moins rapidement. Est-ce que ça affecte vraiment la capacité au champ? L'eau qui est retenue au niveau des micropores du sol puis tout ça? Je sais pas trop. Mais dans les analyses statistiques, c'est sûr qu'on tient compte du fait que à ce moment-là, qu'il y a un effet aléatoire qui est dû
à chacun des barils qui sont différents, là. Mais ouais, pas vraiment mesurable en fait, hein. C'est ça. Non, pas Intéressant. directement. Ouais. J'ai manqué le début, là, mais dans votre choix d'espèces, est-ce que vous aviez envisagé les quenouilles? Puis pourquoi ils n'ont pas été choisis? J'imagine que vous n'aviez pas Ah, assez de place là. ben, je dirais, oui, il a fallu faire un choix difficile parce qu'on avait seulement 4 espèces, mais en réalité, il y en a plusieurs dizaines qui peuvent être utilisées. Les espèces qu'on avait aussi, c'est qu'en parallèle, je travaillais je prenais des données sur la photo là, que j'ai de la base plénière de Sainte-Foy. Alors, les 4 espèces qu'on a choisies sont présentes là, sont aussi présentes dans beaucoup de systèmes de biorétention. On a travaillé aussi avec ce qui était disponible en pépinière. Euh, quand on parle, tu me parlais des quenouilles. La quenouille, elle demande vraiment un milieu qui est où il y a de l'eau en permanence. Alors, je suis pas certaine qu'elle pourrait être utilisée dans un bassin de rétention de ce genre-là, surtout en bordure de trottoir ou de stationnement, où il n'y a pas d'accumulation d'eau en permanence. Là. Alors, je suis pas sûre que la quenouille résisterait dans ce cas-là. OK. Eh bien, merci. Merci. Je pense qu'il y a une petite dernière question. Il y a juste quelqu'un qui voulait revoir la diapo pour le temps de saturation et de sécheresse. La C'est diapo. possible. Pas Hmm, celle-là. Celle-là? hmm, je sais pas. On va voir. Ouais, je Hmm, sais pas. oui. OK, c'est celle-là, oui. Parfait. Sinon, je pense que ça a l'air bien beau. Il n'y a plus d'autres questions non répondues. Donc, merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. Puis, j'ai beaucoup appris moi-même. Oh, attends. Juste une petite dernière, je pense. Nathalie? Dora, Mhm. j'ai donné la permission. Fait que normalement, Oui, oui. bonjour. 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 En fait, ma question, c'est plus pour les plantes que vous avez mis à la base planaire Sainte-Foy. Est-ce que vous avez fait un suivi avec ces plantes-là? Vous avez quantifié genre les quantités d'eau qui vont vers le réseau? Non, à la base plénière de Sainte-Foy, moi, personnellement, c'est ça, ce base plénière de Sainte-Foy, c'est construit puis géré par la ville, puis ils nous ont demandé de faire un Ouais. suivi de la croissance puis de la survie des végétaux. OK, On a c'est pas aussi vraiment des volumes que vous avez Non. suivis. OK, Ce OK. qu'on a mesuré aussi, c'est on a installé des sondes parce qu'il y a une partie du pavé qui est perméable et une partie du C'est pavé qui ça. est imperméable. Alors, on voulait voir la différence au niveau de la teneur en eau du sol puis de la partie du système de biorétention qui est proche de ces 2 types de pavés-là. Moi, ça se résume à ça, ce que j'avais à faire à la base plénière. OK, c'est bon, merci. De rien. Merci beaucoup. Je pense que ça conclut ce beau webinaire. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Et ben, je te souhaite une très bonne journée. Puis ceux qui veulent rester au courant, dans le fond, des prochaines activités, ben, vous pouvez aller voir notre site ou vous inscrire à l'infolette. Donc, ben, bonne journée à tout le monde et à la prochaine.